Le silence est entré dans la maison avant même que je comprenne qu'il s'installait. Ce soir-là, il n'a pas claqué la porte, il n'a rien brisé d'un coup. Il s'est glissé entre les murs comme une brume tiède, porté par le tic-tac lent de l'horloge du couloir. Je me souviens de la lumière, une lumière pâle, presque fatiguée, qui filtrait à travers les rideaux et découpait le salon en bandes d'ombre et de cendres. J'étais assise à la table, les mains posées à plat, comme si je craignais qu'elle se mette à trembler avant moi. Il n'avait pas parlé, pas un mot, et moi non plus. Entre nous, il n'y avait que ce silence trop lourd pour être innocent. À cet instant précis, je ne savais pas encore qu'il allait tout détruire. Je savais seulement qu'il venait d'apprendre à respirer. Le verre d'eau devant moi était intact, pourtant il vibrait légèrement, comme si quelque chose très loin faisait trembler l'air. Je l'ai regardé longuement, incapable de détourner les yeux. Le moindre son aurait suffi à rompre l'équilibre fragile de la pièce. Mais rien ne venait. Même l'horloge semblait hésiter, puis le battement a repris. Lent, obstiné. Je l'ai observé du coin de l'œil. Son visage était fermé, trop lisse. Il se tenait près de la fenêtre, immobile, les épaules raides, comme s'il attendait que quelque chose tombe du ciel. Son reflet dans la vitre ne me regardait pas. Il fixait un point dans l'obscurité extérieure, un point que je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le silence n'était pas une pause. C'était une décision. Une odeur de café froid flottait encore dans la pièce, mêlée à celle du bois ciré et d'un reste de pluie sur le rebord de la fenêtre. J'ai inspiré profondément. L'air m'a brûlé la gorge. J'aurais voulu parler, dire n'importe quoi. Une banalité, une question, un mensonge même. Mais les mots semblaient être coincés derrière mes dents, trop lourds pour avancer. Quand il a enfin bougé, ce fut à peine perceptible. Un déplacement minuscule du poids d'un pied sur l'autre. Le frottement imperceptible de sa manche contre le tissu. Et pourtant, ce minuscule geste a fait basculer quelque chose en moi. J'ai senti une inquiétude sourde s'étirer dans mon ventre, lente et méthodique, comme une corde qu'on tend sans jamais la rompre. Je me suis rappelé le matin même, le bruit vif du courrier glissant sous la porte. L'enveloppe restait au sol plusieurs secondes avant que je me penche pour la ramasser. Je n'y avais pas prêté attention. Pas encore. Tout me paraissait ordinaire, presque rassurant. Je ne savais pas que la journée allait apprendre à se fissurer. Il s'est retourné vers moi. Ses yeux ont croisé les miens une fraction de seconde. Une seule. J'y ai vu passer quelque chose d'instable. Pas de la colère, pas de la tristesse non plus. Plutôt une vérité qui hésitait à prendre forme. Puis il a détourné le regard. Le silence s'est épaissi d'un cran. Je me souviens avoir pensé « ce n'est pas encore le moment ». Je ne savais pas de quoi. Mais je savais que le moment n'était pas venu. C'est ainsi que le silence gagne toujours. Il nous convainc d'attendre. Je me suis levé lentement. La chaise a raclé le sol dans un gémissement sec qui m'a fait sursauter. Ce bruit, minuscule, a résonné comme une déchirure dans la tranquillité factice de la pièce. Il n'a pas réagi. Alors j'ai avancé de quelques pas jusqu'à la crédence. J'ai posé la main contre le mur froid, cherchant un appui qui n'existait pas. « Tu veux boire quelque chose ?» ai-je murmuré. Même ma propre voix m'a semblé étrangère. Elle tremblait à peine. Il n'a pas répondu. Le silence, lui, a continué de s'étirer entre nous, patient et sûr de lui. J'ai senti une colère douce monter, aussitôt étouffée par la fatigue. Toujours ce jeu muet, toujours cette manière de laisser les non-dits occuper tout l'espace. J'ai pensé au nombre de fois où nous avions déjà fait cela, compter les silences plutôt que les paroles. Sur la table, l'enveloppe attendait. Je ne l'avais pas encore ouverte. Je savais pourtant qu'elle était là. Son papier blanc semblait plus visible que le reste des objets. Elle attirait le regard sans le réclamer, comme certaines vérités. Je me suis rassise, lentement. J'ai effleuré l'enveloppe du bout des doigts. Le papier était froid, trop froid pour un simple morceau de papier. Une sensation étrange m'a traversé, rapide comme une décharge. Je l'ai retiré aussitôt. Il a sursauté, presque imperceptiblement. C'était la première réaction qu'il offrait depuis le début de la soirée. Nos regards se sont à nouveau croisés. Cette fois, il n'a pas fui. J'ai compris alors qu'il savait. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il savait. Le silence, à cet instant, n'était plus seulement une absence de mots. Il était devenu un mur, haut, lisse, infranchissable. Un battement d'horloge a glissé entre nous, puis un autre. Et sans que je puisse expliquer pourquoi, j'ai eu la certitude brutale que ce silence contenait déjà la chute de tout ce que nous avions construit. La nuit était tombée sans bruit. Je sentais son poids contre les vitres, cette obscurité compacte qui ne demandait qu'à entrer. L'horloge continuait de battre,
régulière, presque indifférente à ce qui se jouait dans la pièce. Lui était toujours près de la fenêtre, moi prisonnière de cette table, de cette enveloppe, de cette attente qui me brûlait les tempes. Je finis par tendre la main, lentement, comme on approche une flamme sans savoir encore si elle réchauffera ou si elle brûlera. Le papier crissa sous mes doigts. Il fit un pas vers moi sans vraiment avancer, un mouvement avorté, comme s'il hésitait à m'interdire ce geste ou à m'y pousser. Son silence pesait plus lourd qu'un cri. « C'est pour toi » demanda-t-il enfin. Sa voix était rauque. Elle tremblait d'avoir trop attendu. Je secouai la tête. Un simple non, trop simple pour ce qui se préparait. J'observai le verso de l'enveloppe. Aucun nom, juste mon adresse, écrite d'une main que je ne reconnaissais pas, et pourtant quelque chose dans l'arrondi des lettres me troublait. Une familiarité sans visage. Quand j'ouvris enfin l'enveloppe, le bruit du papier se déchirant sembla résonner dans toute la maison. J'en sortis une feuille, une seule. L'encre était sombre, presque noire. L'écriture, penchée, nerveuse. Dès les premiers mots, l'air me manqua. Il n'y eut pas de formule, pas d'introduction. La phrase commençait ainsi, brutale. « Il est temps ». Mes doigts se crispèrent sur la feuille. Je relus, puis encore, comme si la répétition allait en adoucir la violence. Mais chaque lecture rendait les mots plus nets, plus tranchants. « Il est temps que tu saches ce que le silence nous a coûté. » Le silence. Encore lui, suspendu entre nous. Nommer ce mot dans cette lettre me donna l'impression qu'on venait d'ouvrir une autre porte, plus profonde, plus sombre. Je levai les yeux vers lui. Il avait pâli. Il n'osait plus soutenir mon regard. Ses épaules s'étaient affaissées, imperceptiblement. Je compris alors sans preuve, sans certitude encore, que cette lettre ne m'était pas destinée seule. Je continuai à lire. L'auteur évoquait un jour précis, une date que je n'avais pas besoin de relire pour la reconnaître. Je la portais en moi comme une cicatrice que l'on ne voit plus, mais que la peau n'a jamais oubliée. Ce jour-là avait marqué la fin d'une chose que je croyais indestructible. Ce jour-là, quelqu'un était parti sans explication, et nous avions décidé, lui et moi, de ne plus jamais en parler. En lisant, mon ressenti changea. D'abord la stupeur, puis une colère sourde, lente, presque respectueuse, tant elle avançait avec précaution. Chaque phrase semblait retourner un pan de passé que nous avions soigneusement plaqué contre le mur du silence. Je sentais sa respiration devenir irrégulière derrière moi. Il se rapprocha, à pas lents. Je n'eus pas besoin de me retourner pour deviner sa peur. Elle se mêlait à la mienne, lourde, épaisse. La lettre parlait d'un geste. Un geste que nous n'avions jamais évoqué ensemble. Un geste qui avait tout fait basculer ce jour-là. J'eus un vertige soudain, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, alors même que j'étais assise. « Arrête » murmura-t-il. Je ne m'arrêtais pas. Plus j'avançais dans la lecture, plus je sentais quelque chose se transformer en moi. Ce n'était plus seulement la peur, c'était une lucidité douloureuse, une compréhension lente, comme une blessure qu'on touche longtemps avant d'admettre qu'elle existe. L'auteur de la lettre ne se nommait pas. Il parlait de nous à la troisième personne, avec une distance étrange, presque déchirante. Il décrivait la scène telle qu'elle s'était réellement passée, pas telle que nous l'avions racontée ensuite, pas telle que nous l'avions laissée s'effacer. Je levai la tête de nouveau. Il pleurait, silencieusement. Des larmes coulaient sans bruit le long de ses joues. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage, ce mélange de honte et de soulagement. « Tu savais » murmurai-je. Il hocha la tête, une fois, lentement. Ce mouvement infime brisa quelque chose de définitif. Tout ce que je croyais avoir compris de notre histoire venait de se fissurer. Je repris la lecture. La lettre ne révélait pas encore tout. Elle traçait seulement le contour d'un mensonge bâti à deux. Un mensonge né non de la cruauté, mais de la peur de perdre, la peur d'expliquer, la peur de regarder en face ce que nous avions fait. Et surtout, elle évoquait une conséquence. Une seule, une phrase courte presque anodine. « Quelqu'un a payé pour votre silence ». Ces mots se gravèrent en moi avec une violence sourde. Quelqu'un, pas un concept, pas un souvenir, une personne bien réelle, en vie peut-être, ou pas. Je repliai la feuille lentement. L'air semblait trop épais pour mes poumons. Mon cœur battait si fort que j'entendais son martèlement dans mes tempes. « Qui t'a envoyé ça ?» demandai-je. Il ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, quelque chose s'était résolu dans son regard. Une lassitude ancienne, une vérité trop longtemps serrée dans la gorge. « Je crois que je sais, » dit-il, « mais je n'aurais jamais pensé que ça arriverait maintenant. » Dehors, un bruit de pas résonna dans la rue. Un passant invisible, un simple détail du monde extérieur. Pourtant, ce son, ce mouvement,
suffit à me donner l'impression que le temps recommençait à avancer. Je posai l'enveloppe sur la table. Elle paraissait soudain beaucoup plus lourde que quelques grammes de papier. Nous la regardions comme on regarde un objet qui vient de changer de nature. Je compris alors que ce que je tenais entre les mains ne contenait pas seulement un secret, c'était une échéance. Et le silence, jusque-là, venait d'entrer dans sa dernière phase. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le visage tourné vers le plafond, je suivais les ombres lentes que faisaient les phares des voitures sur les murs. Chaque reflet semblait écrire, puis effacer une phrase que je n'arrivais pas à lire. Le drap était froid contre ma peau et pourtant je transpirais. La lettre reposait sur la table du salon, exactement là où je l'avais laissée, comme si elle veillait sur nous. À l'aube, le silence était différent, plus dense encore. Il n'avait plus rien d'un refuge. C'était une attente. Il préparait le café quand je suis entré dans la cuisine. Le bruit régulier de la machine tentait de donner au moment une banalité qu'aucun de nous ne croyait plus possible. Je le regardais de dos. Ses épaules s'avèrent l'air plus étroites que la veille, comme si la nuit avait rogné une partie de sa force. « Tu ne m'as jamais dit ce que tu as fait après ce jour-là » ai-je soufflé. Il s'immobilisa. Le café continua de couler, trop longtemps. Le liquide déborda sur la soucoupe, puis sur la table sans qu'il ne réagisse. Ce simple détail me serra la poitrine. Lui qui contrôlait toujours tout, venait de laisser déborder quelque chose. « Je suis allé là où personne ne va quand il fait encore jour, » dit-il enfin. « Là où on croit qu'on peut laisser tomber ce qu'on ne veut plus porter. » Je compris. Sans lieu, sans nom. Je compris. Il se retourna lentement. Son regard ne fuyait plus. Il était nu, presque étranger. « Je n'ai parlé à personne, continua-t-il. Mais quelqu'un m'a vu. » Ces mots s'accrochèrent à moi. Quelqu'un. Encore ce quelqu'un. La même silhouette sans visage que dans la lettre. Une présence floue, mais insistante. Je pensais alors à cette date sur la feuille, à cette phrase sur le prix du silence, à cette impression que tout ce que nous avions construit reposait sur un oubli truqué. « Tu crois que c'est lui ou elle ?» demandai-je. « Je ne sais pas. Mais la lettre, elle sait des choses que personne ne savait. » Sa voix tremblait à peine, mais je l'entendais. Chaque micro-fissure, chaque hésitation. Nous avons parlé longtemps, pas avec des phrases pleines, avec des morceaux, des silences entre les mots. Il me raconta ce qu'il avait eu, ce qu'il avait modifié en lui-même, pour survivre au poids de cette journée. Il parlait doucement, comme on marche dans un lieu fragile, de peur de faire s'effondrer ce qui tient encore. Il me dit qu'il avait menti ce soir-là, pas seulement aux autres, à lui-même d'abord. Je l'écoutais, et au fil de ses aveux incomplets, une autre image du passé prenait forme, plus trouble, plus instable. Les souvenirs que je croyais solides perdaient leurs contours. Certains détails que j'avais toujours trouvés étranges, sans jamais les interroger, prenaient soudain un sens nouveau, un regard évité, une porte fermée trop vite, un appel qui n'avait jamais été rendu, et puis cette absence. Au milieu de notre échange, le téléphone vibra. Une fois, porté par la table, presque timide, nous nous sommes figés, lui d'abord, puis moi. Aucun de nous n'osa le toucher pendant quelques secondes. Le simple fait que le silence soit interrompu nous parut presque violent. Il finit par regarder l'écran. Aucun numéro, juste un message. « Tu commences à comprendre. Ce n'est que le début. » Je sentis ma gorge se serrer, comme si l'air venait soudain à manquer dans la pièce. Le message était court, froid, presque neutre, mais il contenait une certitude que je ne pouvais pas ignorer. Quelqu'un nous observait, depuis longtemps peut-être. « Ils veulent quoi de nous ?» murmurai-je. Il secoua la tête, mais je vis dans ses yeux qu'une idée venait de s'y loger, une idée qu'il n'osait pas encore formuler à voix haute. Le message disparut, soudain de l'écran, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. À cet instant précis, je compris que la lettre n'était pas une révélation isolée. C'était une porte d'entrée, et derrière elle, quelque chose se mettait en mouvement. Je retournai près de la table, là où reposait toujours l'enveloppe. Je l'ouvris de nouveau, comme si un autre texte allait surgir entre les plis. À l'intérieur, je découvris un détail que je n'avais pas vu la veille. Tout en bas de la feuille, presque invisible, une trace de stylo avait laissé une forme irrégulière, une sorte de symbole, une initiale peut-être, ou une marque volontaire. Je la lui montrai. Il pâlit aussitôt. « Ce signe, je l'ai déjà vu, » dit-il. Je le regardais, suspendu à ses lèvres. Chaque seconde me semblait étirée hors du temps. « Où ?» demandai-je. Il n'eut pas besoin de répondre tout de suite. Je sus, avant même qu'il ne parle, que la réponse allait nous faire basculer encore un peu plus loin de ce que nous pouvions contrôler.
Il inspira profondément avant de reprendre, comme si ce simple souffle lui coûtait. J'ai vu ce signe le jour où tout a basculé. Sa voix était plus basse que le bruit du réfrigérateur, plus basse que le tic-tac discret de l'horloge du couloir. Je sentais que chaque mot qu'il prononçait arrachait quelque chose d'ancien, profondément enfoui. Il me raconta alors cette journée que je croyais connaître, mais que je n'avais en réalité jamais vraiment vue. Il disait qu'il pleuvait, une pluie fine, presque immobile, qui donnait au monde l'impression d'être retenu dans une pose maladroite. Il disait que l'air sentait le métal mouillé et la poussière chaude. Il disait qu'il avait marché longtemps, sans savoir où il allait, seulement avec cette certitude sourde qu'il ne pouvait plus rester immobile. Et puis il y avait eu cette porte, pas celle de notre maison, une autre, une porte anonyme, au fond d'un couloir étroit, dans un immeuble qu'il n'avait jamais eu besoin de nommer. Sur le bois, à peine visible, le même signe, gratté dans la peinture, presque effacé par le temps. « Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, » murmura-t-il. « On ne remarque pas ce qui ne fait pas encore peur. » Je frissonnais sans savoir pourquoi, comme si mon corps comprenait avant mon esprit. Il me dit qu'il avait frappé. Une fois, puis une seconde, et qu'on lui avait ouvert presque aussitôt. Une femme. Il ne se souvenait plus de son visage avec précision, seulement de ses mains, fines, agitées, et de cette manière étrange qu'elle avait de regarder par-dessus son épaule, comme si quelqu'un d'autre se tenait derrière elle. À mesure qu'il parlait, je voyais la scène se dérouler devant moi, comme un film muet, chargé d'une tension invisible. Il entra, il parla, il demanda de l'aide. Pas pour nous, pas encore, pour lui seul. Elle m'a écouté longtemps, sans me presser, sans me juger. Puis elle m'a dit que le silence n'était jamais gratuit. Cette phrase me traversa comme une lame froide, la même que dans la lettre, mot pour mot. Elle savait déjà, ajouta-t-il, des choses que je n'avais dites à personne. Je sentais la peur monter en moi, lente mais solide, comme l'eau dans une cave verrouillée. Et cette femme, tu l'as revue? Il secoua la tête. Je suis revenu quelques jours plus tard. La porte était scellée, l'immeuble vidé, comme s'il n'avait jamais existé. Dans sa bouche, ce souvenir n'avait rien d'extraordinaire. Et pourtant, il pesait sur l'air comme un orage suspendu. Je compris. Alors que la lettre n'était pas une menace aléatoire. Elle était la continuité exacte de cette rencontre effacée. Le fil rouge ne venait pas de notre présent. Il partait de ce jour-là. Un silence s'étira entre nous, trop long pour être confortable, trop court pour être apaisant. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je enfin. « Pourquoi nous écrire après toutes ces années ?» Il leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, la lumière avait changé. Le ciel était d'un gris presque blanc, étouffant. Peut-être parce que le passé termine toujours par trouver l'endroit où on l'a muré. Ces mots me traversèrent avec une lucidité brutale. Je pensais à tous ces gestes que l'on croit ensevelir, à toutes ces vérités que l'on enferme en soi avec l'illusion qu'elles vont s'user avec le temps. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le son était plus net, plus audacieux. Nous sursautâmes presque en même temps. Je pris l'appareil avant qu'il ne le fasse. Un nouveau message. Encore une fois, sans numéro. Ce que tu crois avoir laissé derrière toi t'attend depuis plus longtemps que tu ne l'imagines. Je sentis mes doigts trembler. Une chaleur étrange se répandit dans ma poitrine, mélange de panique et de lucidité. « Ils savent ce que tu as fait », murmurai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Ses traits s'étaient durcis. Ce n'était plus l'homme fatigué de la cuisine. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mesurait enfin la taille de ce qu'il avait fui. « Ce n'est pas ce que j'ai fait qui les intéresse, » dit-il. « C'est ce que je n'ai jamais empêché. » Je le regardais sans comprendre. Il ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, son regard était chargé d'une honte ancienne, lourde comme un héritage. Ce jour-là, je ne suis pas venu demander de l'aide pour réparer quelque chose. Je suis venu demander comment me taire. Je sentis mon estomac se nouer. Le sens de la lettre se retournait lentement, prenant une forme nouvelle, bien plus inquiétante. Avant que je puisse parler, la sonnette retentit. Un son bref, net, presque poli. Pourtant, il fit vibrer toute la maison comme une alarme muette. Nous nous figeâmes. Aucun de nous n'osait bouger. Le temps semblait en suspens, coincé entre deux battements de cœur. La sonnette retentit une seconde fois. « Tu attends quelqu'un » demandai-je à voix basse. Il secoua lentement la tête. Je m'avançai pourtant vers la porte. Chaque pas me coûtait. J'avais l'impression de marcher dans une eau invisible. Quand j'approchais la poignée, je remarquai quelque chose au sol. Une enveloppe, glissée sous la porte. Je la ramassai. Elle était lourde d'une densité étrange. À l'arrière, toujours ce même signe,
gravée discrètement dans le papier. Je reculai d'un pas, en la tenant entre mes doigts, comme si elle pouvait brûler. Derrière la porte, il n'y avait plus aucun bruit, ni pas, ni souffle, comme si la maison était désormais seule, avec son passé. Je restai un instant immobile, l'enveloppe serrée contre ma poitrine, comme si ce simple geste pouvait empêcher ce qu'elle contenait d'exister. La maison était redevenue trop silencieuse, un silence lourd, épais, qui ne ressemblait plus à celui de l'attente, mais à celui d'une décision prise ailleurs. Je revins vers la table. Il ne bougeait toujours pas. Son regard était fixé sur mes mains, sur ce rectangle de papier qu'il reconnaissait déjà sans l'avoir ouvert. « Ne l'ouvre pas », souffla-t-il. Sa voix tremblait à peine, mais c'était la première fois que je l'entendais ainsi. Non, plus comme quelqu'un qui avoue, mais comme quelqu'un qui redoute. Je posai l'enveloppe entre nous. Le tic-tac de l'horloge reprit soudain toute sa place dans la pièce, chaque seconde devenant insupportablement audible. « Tu as demandé comment te taire, » répétai-je. Et après, il passa lentement une main sur son visage. Après, j'ai suivi leurs instructions. Je sentis le sol se dérober sous mes certitudes. Tout ce que je pensais comprendre jusque-là venait de se fissurer. « Quelles instructions ?» murmurai-je. Il hésita. Puis il montra l'enveloppe du doigt. « Exactement ce que tu tiens. » Le froid me traversa de part en part. Il ajouta très calmement « Je n'étais pas censé vivre assez longtemps pour la recevoir. » Je levai les yeux vers lui, incapable de parler. Les frontières du temps semblaient en se brouiller. La lettre devenait non seulement un message, mais un point de jonction entre deux promesses irréconciliables. Je finis par briser le sceau. Le papier glissa doucement, sans bruit. À l'intérieur, une feuille unique, une écriture que je ne reconnus pas, des lignes courtes, presque administratives. Ce qui devait rester enfermé derrière cette porte a recommencé à respirer. Vous savez ce que cela signifie. Il vous reste peu de temps. Je dus m'asseoir. Mon cœur battait trop fort, trop vite. L'horloge soudain s'arrêta. Net. Le silence devint total, irréel. La porte, murmurai-je. De quelle porte parle-t-il? Il se leva lentement. Chaque geste semblait peser une tonne. Celle que j'ai aidé à fermer. Je le fixais. Pendant toutes ces années, j'avais cru vivre avec un homme rongé par un simple secret. Je découvrais maintenant que le mot était trop faible. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'un mécanisme, d'un système caché, verrouillé par le silence de plusieurs. Il m'avait promis que tout s'arrêterait, dit-il, que personne ne serait blessé, que le passé serait neutralisé. Et tu les as crus? Il esquissa un sourire amer. J'avais besoin d'y croire. Je relus la lettre. Mon regard buta sur une phrase que je n'avais pas vraiment comprise au premier passage. Ce que vous avez tenté d'ensevelir cherche un nouveau visage. Un nouveau visage, répétai-je. À cet instant précis, un bruit résonna dans la maison. Pas la sonnette, pas un pas, un autre son, plus profond, plus ancien. Un léger craquement, venu du fond du couloir. Nous nous regardâmes. L'air semblait s'être figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Tu as entendu ?» demandai-je. Il acquiesça lentement. Le craquement se répéta, puis un autre, comme si quelque chose, quelque part, tentait de forcer un espace qui n'était plus censé s'ouvrir. Je me levai malgré moi, attiré par ce bruit. Chaque pas me rapprochait de cette porte du fond du couloir, celle qui n'avait jamais servi, celle que nous n'ouvrions jamais. Une porte inutile, disions-nous, une simple cloison. Mais mon cœur, lui, savait déjà. Je posai la main sur la poignée. Elle était glacée. Derrière moi, il murmura, « Si cette porte s'ouvre, ce ne sera plus seulement mon passé qui sortira. » Je tournai lentement la poignée, et à cet instant précis, juste avant que le mécanisme ne cède, je compris que ce silence qui nous avait protégés pendant des années venait de rendre les armes. La porte s'ouvrit sans un bruit, pas un grincement, pas même le frottement du bois, comme si elle avait toujours attendu ce moment précis pour céder. L'air derrière était plus froid, plus ancien, chargé d'une odeur que je reconnus sans savoir d'où elle venait. Poussière, métal et cette trace vague d'humidité que gardent les lieux qu'on a volontairement oubliés. La lumière du couloir n'entrait pas vraiment. Elle glissait seulement sur le seuil, hésitante, comme une main qui n'ose pas toucher. J'avançai d'un pas, puis d'un autre. Mes doigts frôlèrent le mur. La peinture s'effritait sous la pulpe, comme une peau trop vieille. Derrière moi, il ne parlait plus. Sa présence pesait pourtant dans mon dos, tendu, fragile, prête à se briser. La pièce était plus petite que je ne l'avais imaginé. Une sorte de débarras sans fenêtre. Une ampoule nue pendait du plafond, éteinte. Au sol, une fine couche de poussière préservait les empreintes de ce qui n'était plus entré depuis longtemps.
Et là, contre le mur du fond, une armoire métallique. Je sentis mon cœur ralentir, comme s'il pressentait que ce qu'elle contenait allait bouleverser définitivement son rythme. « C'est là », dit-il enfin. Sa voix était très basse. Je m'approchai de l'armoire. Une étiquette jaunie y était encore collée, à moitié arrachée. Une seule lettre restait lisible, la même que celle de la lettre, la même que celle qu'il avait tracée autrefois sur la feuille. Je compris alors que ce lieu n'était pas un oubli, c'était un scellement. Je tirai sur la poignée. Le métal résista. 1 seconde. Puis céda dans un souffle sec. À l'intérieur, pas d'objets précieux, pas d'argent, pas d'armes, seulement des dossiers, des enveloppes, épaisses, rangées avec une précision presque maniaque. Chacune portait un prénom. Certains étaient barrés d'un trait rouge, d'autres restaient nets, vivants. Mes doigts tremblaient lorsque j'en tirai un au hasard. Le prénom que je lus me fit vaciller. Le mien. « Pourquoi mon nom est ici ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il parla, sa voix semblait venir de très loin. « Parce que tu étais là le jour où tout aurait dû s'arrêter. » Je sentis un vertige me traverser. Je fouillais dans mes souvenirs. Rien. Aucune image nette, seulement une sensation diffuse, comme une pièce de mon passé dont on aurait effacé le mobilier en laissant les murs debout. J'ouvris le dossier. À l'intérieur, des photographies, des rapports, des fragments de vie consignés froidement, et au milieu, une image que je reconnus instantanément, sans pouvoir la replacer. Une jeune femme, de profil, devant une porte métallique, sa main levée, figée juste avant de frapper. Cette femme, c'était moi. Ce jour-là, reprit-il, ils savaient que ce qui était derrière cette porte finirait par émerger. Alors ils ont créé des silences, des morts administratives, des identités effacées. Et toi, tu as été témoin sans t'en souvenir. Je reculai d'un pas, suffoqué. Tu mens. Il ferma les yeux. J'ai aidé à écrire ton oubli. Le poids de cette phrase m'écrasa plus sûrement qu'un cri. Toutes ces années, ce calme artificiel, cette impression d'être parfois en décalage avec mes propres souvenirs, ce n'était pas de la fragilité, c'était une fabrication. Je refermai brutalement le dossier. « Et maintenant ?» demandai-je. « Pourquoi cette lettre? Pourquoi aujourd'hui ?» Il releva lentement la tête. Son regard était d'une lassitude infinie, parce que ce que nous avons enfermé n'accepte plus l'obéissance. Les silences se fissurent, les témoignages remontent, et la porte, elle n'obéit plus à ceux qui l'ont verrouillée. Je compris alors le véritable danger. Il ne s'agissait pas seulement des secrets, mais de ce qu'ils allaient exiger en retour. « Ils veulent que tu parles, » murmurai-je. Il secoua la tête. « Ils veulent que tu te souviennes. » Un nouveau frémissement parcourut la maison, plus net cette fois, comme si, sous nos pieds, le passé cherchait une respiration. Je réalisai soudain que je n'étais plus seulement une spectatrice. J'étais devenu l'enjeu. Je regardais une dernière fois l'armoire, ses noms suspendus entre la vie officielle et l'ombre. Je savais que refermer cette porte ne suffirait. Plus, certaines choses, une fois réveillées, n'acceptent plus de se rendormir. Je sortis de la pièce la première. Dans le couloir, l'horloge était toujours arrêtée, les aiguilles figées sur une heure qui n'avait plus cours. « Si je retrouve tout, » dis-je doucement, « tu n'auras plus de place pour te cacher. » Il acquiesça sans se défendre. « Je le sais. » Je franchis le seuil du salon. La maison me semblait soudain trop petite pour ce que j'étais en train de devenir. Je ne savais pas encore ce que la mémoire allait exiger de moi, ni quel visage elle allait faire renaître. Mais je sentais désormais au plus profond de moi que ce silence qui avait détruit tant de choses s'apprêtait aussi à révéler ce qu'il avait voulu étouffer. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'eus plus peur du bruit que ferait la vérité en tombant. La nuit s'était enfin déposée tout entière sur la ville quand je compris que je n'avais plus d'endroit où reculer. Le silence, ce silence qui avait tout détruit, pesait maintenant autour de moi comme un manteau trop lourd que l'on garde pourtant par habitude. Il ne me protégeait plus, il m'exposait. Dans l'appartement, l'horloge arrêtée continuait de me regarder avec son regard aveugle, fidèle à l'instant précis où tout s'était figé. Je n'avais jamais osé la remonter. Comme si tant que l'aiguille restait immobile, ce jour-là ne pouvait pas recommencer. Je me suis assise près de la fenêtre entr'ouverte. L'air avait l'odeur de la pluie ancienne mêlée au métal des toits. La ville respirait sans moi. Dans mes mains, la dernière lettre tremblait, plus fragile encore que toutes les autres. Je savais ce qu'elle contenait. Je l'avais toujours su. Mais certaines vérités attendent que le corps soit prêt avant d'entrer dans la tête. Je n'étais pas prête à l'époque. Je ne l'étais peut-être toujours pas. Pourtant, je l'ai ouverte. Les mots étaient simples, trop simples pour la violence qu'ils transportaient.
Il ne demandait pas pardon, il expliquait. Il nommait ce que j'avais refusé de regarder pendant toutes ces années. Le silence n'avait pas été un accident. Il avait été un choix, mon choix, et le sien. Deux lâchetés qui s'étaient donné la main dans l'ombre, persuadés de se protéger mutuellement. À chaque phrase, je sentais quelque chose se détacher en moi comme un organe qu'on aurait porté inutilement trop longtemps. Je revoyais sa bouche se fermer ce jour-là. Le geste infime, presque banal, qui avait tout décidé. Je me souvenais très précisément du bruit de la rue, des voix qui passaient, du parfum trop fort d'une fleur posée sur la table. Je me souvenais surtout de la phrase que je n'avais pas dite. Elle était restée suspendue entre nous, invisible, intacte, et c'est elle qui avait pourri tout le reste. Mes mains ne pleuraient pas, mes yeux non plus. La douleur, cette fois, ne cherchait pas à sortir. Elle s'installait, comme un meuble qu'on déplace enfin à l'endroit juste. Je comprenais maintenant pourquoi le silence avait détruit autant. Pas parce qu'il cachait la vérité, mais parce qu'il la laissait intacte et vivante, prête à revenir. Je me suis levé. L'horloge arrêtée faisait toujours face au mur. Un geste simple. Il me fallait seulement un geste. J'ai posé mes doigts sur la molette rouillée à l'arrière. L'instant s'est étiré. J'ai senti sous la pulpe le métal froid, hésitant. Puis, j'ai tourné. Le mécanisme a résisté, puis a cédé. Un premier tic s'est échappé, maladroit, presque timide. Puis un deuxième. Puis le rythme a repris. Le bruit m'a traversé de part en part, pas comme un soulagement, comme une décision. Le temps recommençait non pas parce que tout était réparé, mais parce que je n'avais plus le droit de le laisser immobile. Je suis sorti dans la nuit. Le trottoir brillait faiblement sous les lampadaires. Chaque pas avait un son neuf, comme si je marchais pour la première fois dans cette rue pourtant familière. La lettre, pliée dans la poche de mon manteau, pesait contre ma poitrine. Je ne la relirai pas, elle avait déjà fait ce qu'elle devait faire. Au carrefour, j'ai hésité. À gauche, la route du passé. À droite, celle qui n'avait encore aucune histoire. J'ai souri malgré moi en pensant que tout, depuis le début, n'avait été qu'une question de direction que l'on choisit trop tard. Le feu est passé au vert. Je me suis engagé sans réfléchir, porté par un réflexe plus ancien que mes peurs. Je savais que je n'effacerais rien, ni les absences, ni les erreurs, ni les années construites sur un malentendu que nous avions nourri ensemble. Certaines ruines restent debout parce qu'elles sont devenues notre manière d'habiter le monde. Mais je sentais aussi, avec une précision presque douloureuse, que je ne marcherais plus jamais de la même façon. Le silence ne m'appartenait plus. Je l'avais porté comme une armure, comme une excuse, comme une punition. À présent, il tombait derrière moi, pas dans un fracas, dans un glissement discret, presque élégant, ce genre de chute qui ne fait pas de bruit mais qui change pourtant la hauteur du ciel. Arrivé chez moi, je n'ai pas allumé la lumière. Je suis resté dans l'obscurité, écoutant le tic-tac régulier qui venait de l'autre pièce. Le temps poursuivait sa route sans me demander mon avis. C'était étrange et profondément rassurant. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie de l'arrêter. Je me suis assise au sol. J'ai fermé les yeux. Il y avait encore de la peine, oui, et même de la colère. Mais il y avait aussi cette chose neuve, fragile, que je n'osais pas encore appeler espérance. Peut-être n'en était-ce pas une. Peut-être simplement la fin d'une longue immobilité. Dans le silence revenu, un silence différent, plus léger, j'ai compris que ce qui avait été détruit ne serait jamais reconstruit à l'identique, et que ce qui avait été révélé ne demandait plus à être expliqué. Il n'y avait plus rien à prouver, seulement à continuer. Je suis resté là un long moment, jusqu'à ce que l'horloge avance d'une minute entière, une minute gagnée sur des années de mutisme, une minute ordinaire, presque insignifiante, et pourtant, c'est cette minute-là qui m'a fait comprendre que tout avait réellement changé, pas le passé, moi.